Salut, je m'appelle Pierre. Je suis entre deux générations. Je navigue entre la génération Y et Z. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. Bienvenue chez les indociles. Je pense que les jeunes, ils sont de plus en plus enclins, à parler et à se sentir légitimes. Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. On pouvait appréhender la société en fait d'une autre façon que celle qui m'avait été enseignée. Un mix entre la justice sociale et la justice écologique. Tu vas venir, tu vas te former, tu vas faire quelque chose et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais c'est politique. On pourrait vraiment sensibiliser les utilisateurs à ces questions-là et on pourrait même peut-être leur faire changer leur pratique. Maintenant c'est à nous de continuer le combat. Aujourd'hui je reçois Karl, il est le cofondateur de Designer Éthique. L'épisode est dans deux parties, voici la première. Il me semblait important de toucher ce sujet qui parle des réseaux sociaux auxquels nous sommes tous très habitués. Je suis désolé pour la qualité audio, nous avons tourné cela pendant le confinement. Bonjour Karl, ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter avec quelque chose d'original sur toi ? Ouais, ce qui est un sacré défi, sacré challenge de donner quelque chose d'original sur soi. Écoute, je m'appelle donc Karl Pinault, j'ai 28 ans. Première chose originale, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc on va pas du tout parler de ça aujourd'hui, on va parler d'éthique dans le monde du numérique, et donc moi j'ai un parcours très humanité classique. J'ai fait. Deuxième chose originale et qui continue un peu sur mon parcours. En fait, j'ai fait 3 écoles. J'ai fait une école d'histoire de l'art, j'ai fait une école de la recherche et j'ai fait une école d'ingénieur. Et donc, je fais une thèse aujourd'hui dans une école d'ingénieur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de technologie de Compiègne. Et je travaille sur la manière dont on peut modéliser ce qu'on appelle le cycle de vie des œuvres d'art. Donc comment est-ce qu'on peut anticiper ce que va être le futur d'une œuvre et comment est-ce qu'on peut décrire une œuvre d'un point de vue informationnel. Donc là encore, ça n'a strictement rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui, mais tu vois, c'est un peu les choses originales qui me concernent. Et en fait, depuis 4 ans, je suis à la tête d'une association qui s'appelle les Designers Éthiques, qui travaille sur l'éthique du numérique et plus spécifiquement sur le design la place du design dans cette éthique du numérique. Et puis donc du coup cet asso on l'amène depuis 4 ans. Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle une structure de recherche-action dans le domaine de la responsabilité du numérique. Et puis si je vais trouver un 4e truc original, mais je me suis vraiment creusé la tête pour répondre à ta question. Je développe des projets, j'essaie de développer dans ma pratique professionnelle des projets qui sont justement au croisement de ce que je peux faire dans ma vie professionnelle, donc plutôt travailler dans le monde de la culture et des musées, et puis ce que je peux faire avec mon association sur les enjeux de l'éthique numérique. Et donc notamment ça fait 2 ans que je développe un projet qui s'appelle CapChan, en fait, qui est un CAPTCHA qui cherche à remplacer le CAPTCHA de Google. Et en fait, ce CAPTCHA, il est utilisé pour faire ce qu'on appelle du digital labor, c'est-à-dire qu'en fait, on réutilise les données que tu vas remplir pour alimenter les intelligences artificielles de Google. Donc c'est ce qui permet notamment de transcrire les textes sur Google Books ou maintenant d'améliorer la conduite autonome des voitures de Google. Et donc nous, on essaie de développer un CAPTCHA alternatif à celui de Google qui lui aussi exploiterait la force de travail des utilisateurs, mais pour le bien de la recherche publique. Et donc en fait, l'objectif, c'est de faire un CAPTCHA qui va venir indexer le patrimoine culturel français et qui notamment va permettre d'améliorer la qualité des bases de données de la Bibliothèque nationale de France ou des Archives nationales de France ou des musées de France en fait. Ok, waouh, c'est impressionnant. Il y a une question que moi je pose souvent à l'intervenant, que je pose tout le temps à l'intervenant quand on commence le podcast, c'est comment t'as décidé de te sortir de la docilité ? Ce que j'entends de la docilité, tu sais, c'est un peu genre le cadre de la norme et comment en fait tu décides un jour ou un autre de dire en fait j'accepte plus ce qui se passe et je décide de prendre part à une nouvelle société et donc du coup de plus rester docile face à ce qui se passe. C'est une question qui est pas forcément facile. En y réfléchissant, il y a quand même un moment où effectivement on s'est dit tiens, c'est intéressant de se poser cette question de l'éthique numérique en ce qui nous concerne. En fait, ce moment, c'était quand on était en 2016 à une conférence qui était donnée par une chercheuse en design qui s'appelle Karine Lallemand et elle présentait ce qui est une expérience de design justement où on va faire
vivre une expérience à l'utilisateur. Et donc elle présentait une œuvre d'un designer néerlandais qui s'appelle Will Odom. Et cette œuvre, ça s'appelle la Photobox. Et en fait, la Photobox, c'est une boîte dans laquelle il y a une imprimante. Et cette imprimante, elle imprime chaque jour une photo de ton téléphone dans ta galerie de photos tirée au hasard. Et quand tu ouvres la boîte tous les matins, tu trouves une photo qui est donc un de tes souvenirs qu'on te propose de te remémorer. Et en fait, c'est effectivement une super expérience de design. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on imprime une photo d'un de tes proches qui vient de décéder ou de ton conjoint ou de ta conjointe avec qui tu t'es séparé il n'y a pas longtemps. Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière une manipulation de l'utilisateur ? Et puis est-ce que ça peut ne pas avoir des effets néfastes sur l'utilisateur? Et donc c'est à partir de ce moment-là, de cette conférence, dont en fait tout le débat a été vraiment porté sur cette question de l'éthique. Est-ce que c'est éthique de faire ça? Alors même que la conférence en elle-même portait pas du tout sur cette question-là. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est vraiment demandé, est-ce qu'il n'y a pas un sujet qui a creusé? Est-ce que effectivement le design n'a pas un pouvoir de manipulation des utilisateurs sans avoir d'a priori sur la question? Et en fait, plus on a commencé à creuser la question, plus on s'est rendu compte que, en fait, effectivement, il y avait des éléments qui allaient dans ce sens-là. Il nous a vraiment incité, plus on avançait sur ces questions-là en 2016, plus on creusait ces questions et plus on voyait des personnes s'en saisir, notamment aux États-Unis, avec des figures comme Tristan Harris qui vient de publier sur Netflix un documentaire qui s'appelle The Social Dilemma. En fait, plus on voyait ces figures monter, plus on se disait en fait, s'il y a vraiment un sujet, et il y a vraiment quelque chose à traiter sur l'utilisation qui peut être faite de méthodologies de design qui sont vertueuses a priori, mais qui, in fine, deviennent néfastes pour l'utilisateur. Est-ce que, alors du coup, parce que tu parles de design, etc., c'est un peu flou comme notion pour moi et pour beaucoup d'auditeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu simplement ce que tu entends par le mot design? Quand on parle de design, souvent on parle de design d'objets, principalement dans la culture commune. Quel est le rapport avec le design d'objets? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu t'entends par design numérique? En fait, je crois pas avoir rencontré un seul designer qui te donne la même définition du design ou un théoricien du design qui donne la même définition du design. Moi, il y a une définition que j'aime beaucoup qui est donnée par un chercheur en design français qui s'appelle Alain Findelli. Cette définition dit que le design, c'est une pratique qui cherche à maintenir ou à augmenter l'habitabilité du monde. Et donc en fait, ça veut dire que ça cherche à créer un monde qui soit plus habitable, à la fois pour les humains, mais à la fois pour les autres espèces. En fait, c'est une discipline qui soit un peu globale. Le design, ça a commencé par du design d'objets, mais aujourd'hui, ça s'étend à de nombreux autres champs parce que, de fait, on a les technologies de l'information et de la communication, les nouvelles technologies qui sont arrivées ces 30, 40, 50 dernières années. Et de fait, on a des nouveaux besoins en termes de conception et en termes et on a des nouveaux besoins en termes d'habitabilité du monde. Ok. Et ces besoins, ça va être des besoins d'interface ou des besoins d'expérience utilisateur. Et donc, on a ces deux champs du design qui sont notamment apparus ces 20 dernières années. Alors ça va te paraître très très pragmatique, hein. Mais par exemple concevoir le processus d'achat quand tu es sur le site de Darty ou de la Fnac, et ça c'est de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on te dit tu veux aller acheter un livre sur le site de la Fnac, c'est quoi le parcours d'achat entre le moment où tu décides que tu veux acheter un livre et le moment où tu vas aller le retirer dans le click and collect de la Fnac qui est à côté de chez toi. Donc ça, c'était l'UX design. De l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle l'UI design, donc User Interface Design. Et donc là, c'est le fait de créer l'interface de l'utilisateur. Donc c'est vraiment de concevoir tous les éléments que va voir l'utilisateur quand il allume son téléphone, son ordinateur, sa télévision. Concevoir un objet, un service, un produit. Ça se restreint pas évidemment à un objet physique, ça peut être n'importe quelle expérience, mais c'est vraiment cette idée de la conception qui va guider les principes du designer en fait. Ce moment, donc tu nous as expliqué un peu comment t'es sorti avec cette conférence de la docilité où en fait vous vous êtes posé la question de l'éthique. Et c'est quoi le moment où toi tu te rappelles avoir pris la parole sur ce sujet-là? C'est-à-dire, est-ce que ce moment de bascule où vous décidez de faire de monter la structure des designers éthiques, c'est le moment pour toi où il y a où il y a la bascule? Ouais. Et effectivement, en fait, alors en fait, on n'a pas décidé de monter la structure au début.
En fait, on n'a pas commencé par décider qu'on allait monter une association, puisque Designer Éthique est une association. En fait, on a d'abord décidé d'organiser un événement qui serait dédié à cette question-là. On est ressorti de cet événement en 2016 en se disant, franchement, c'est quand même dommage, on aurait pu aller vachement plus loin dans l'analyse, et on va évidemment, dans une session de questions-réponses de 15 minutes après une conférence, t'as évidemment pas le temps de creuser tous les aspects d'un sujet. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, on va organiser, nous, un événement pour parler de ces questions-là. Cet événement, il s'appelle aujourd'hui Ethics by Design. On en a organisé 3 éditions depuis 2016. Et c'est pendant cet événement qu'on a commencé vraiment à prendre la parole, qu'on a commencé à dire, voilà, c'est ça l'état de la discussion aujourd'hui sur les questions de la responsabilité en design. Il y a tel et tel aspect qui sont prégnants et il faut les prendre en compte, et c'est comme ça qu'on va aller, qu'on va avancer dans les années à venir pour avoir une conception de service qui soit plus responsable. Mais du coup, est-ce que tu as eu des figures militantes qui t'ont nourri ou qui t'inspirent aujourd'hui ? Très honnêtement, énormément. C'est vrai que moi, je me définis pas forcément à travers des figures militantes. Alors, en réfléchissant à la question, il y a quand même une figure qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, et parce que j'adhère fondamentalement, intrinsèquement à son combat, c'est Robert Badinter, avec la question de l'abolition de la peine de mort. Et donc ça, le parcours qu'il a mené pour faire abolir la peine de mort en France, ça c'était quelque chose qui m'a toujours extrêmement marqué et que je trouve incroyable. Mais au-delà de ça, notamment dans le monde du design, il n'y a pas forcément de figures qui nous ont paru particulièrement adéquates pour représenter les enjeux qui sont ceux auxquels on fait face aujourd'hui. Probablement aussi parce que, en fait, notre domaine, le domaine sur lequel on travaille, celui de la responsabilité, de l'éthique dans la conception numérique, c'est un domaine qui est super jeune, probablement et totalement invisible pour une large partie de la population, et j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui probablement n'auront jamais entendu parler, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est né il y a 10 ans, 15 ans grand maximum, avec l'émergence du web, des réseaux sociaux, des nouveaux sites, des services numériques qui sont des services marchands maintenant, et de fait ça s'est structuré très rapidement, souvent en donnant la parole à des personnes qui sont plutôt les propriétaires ou ceux qui font la tech, tu vois, des personnes comme Mark Zuckerberg qui ont fondé leur boîte et qui aujourd'hui sont multimilliardaires et dirigent des boîtes d'une taille astronomique. Et il n'y a pas forcément eu au départ de figures qui ou en tout cas qui ont émergé pour dire attendez, prenons un peu de recul sur ces questions-là et réfléchissons. Et je pense que ces figures, on les voit aujourd'hui émerger, et moi j'en côtoie vraiment plein tous les jours, et on lit des documents tous les jours de plein de gens hyper intéressants, mais en tout cas ces personnes-là nous ont pas guidés lorsqu'on a créé le collectif il y a quelques années de ça. Moi, j'ai rencontré les designers par éthique par le journal La Croix, où vous avez fait un dossier sur la science de la captologie. Ce qui est très drôle, c'est que quand on en a discuté ensemble, tu parles pas de science de captologie, mais tu parles de stratégie, d'attention. Parce que... et comment tu fais la différence entre les deux ? En fait, il y a pas mal de termes qui sont utilisés pour parler de ce dont on parle justement. Il y a le terme de captologie, il y a le terme de design de l'attention, et il y a le terme de design persuasif, qui sont 3 termes qui sont relativement courants dans le débat, en tout cas des spécialistes. Captologie, c'est un terme qui a été inventé dans les années 90 ou 80, je ne sais plus, qui veut dire qu'un acronyme, anglais, qui est Computer as Persuasive Technology. Et donc c'est un acronyme qui a été inventé par un chercheur américain qui s'appelle B.J. Fogg, qui travaille à Stanford, et en fait qui fonde une discipline qui explique, mais en tout cas comment est-ce qu'on peut faire pour que les utilisateurs
suivent les recommandations, suivent la volonté du service sur lequel ils sont présents. Et donc en fait, BJ Fogg, il a aujourd'hui une influence qui est majeure dans le monde de la tech tel qu'on le connaît, puisqu'il y a plein de personnes qui sont passées dans son laboratoire et surtout plein de fondateurs de startups de la tech. On cite notamment régulièrement le cofondateur d'Instagram. Et donc Captology, c'est la discipline telle qu'elle est fondée par BJ Fogg. De l'autre côté, on parle de design persuasif. Design persuasif, c'est plutôt le terme des designers, c'est le terme des techniciens qui font ça tous les jours. Et on parle de design persuasif parce que l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on va mettre en place une expérience pour persuader l'utilisateur de faire l'action qu'on veut lui faire faire. Et donc ça peut passer par plein de méthodes, plein de moyens. Le fait, par exemple, d'exploiter, alors on parle beaucoup de ça, d'exploiter les biais cognitifs. Donc, par exemple, d'exploiter un biais cognitif, ça peut être l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est le fait que les humains, quand on leur prend quelque chose, ils y sont plus sensibles que si on donne quelque chose. Un exemple qu'on cite souvent à ce niveau-là et qui est assez problématique à mon sens, c'est par exemple l'application des chauffeurs Uber. Donc les chauffeurs Uber, tu vois, ils ont une application sur laquelle ils ont un GPS et qui leur donne un parcours où ils doivent t'emmener. Et donc en fait, quand ils veulent se déconnecter de l'application pour dire voilà, j'ai fini ma journée de travail, je vais rentrer chez moi, parfois il y a un petit message qui s'affiche et qui leur dit tu es par exemple à $6 de te faire $40. Est-ce que tu veux vraiment arrêter? Et le bouton qui est en dessous, c'est non, je veux continuer pour avoir un chiffre rond, pour avoir $40. Et donc ça, c'est exactement du design persuasif, c'est exactement l'exploitation de ce biais d'aversion à la perte, parce que évidemment, dans ton cerveau, tu te dis bon allez, ça va, je vais faire une petite course et puis j'aurai ces $6 en plus. Sauf que c'est pas vrai, sauf que tu sais pas si c'est une course qui va te permettre de les avoir ou s'il va falloir faire plusieurs courses, etc. En fait, tu ne sais pas dans quoi tu te réengages, mais on va te pousser à t'y engager quand même. Et alors même que peut-être que tu es complètement claqué, que tu dois aller chercher tes gamins à l'école ou un truc comme ça, ça l'application n'en a absolument aucune idée en fait. Ouais. Donc ça, c'est le design persuasif. Et puis de l'autre côté, depuis 3-4 ans, justement avec The Social Dilemma et Tristan Harris, il y a surtout l'expression de design de l'attention qui est apparue, qui a rencontré un grand succès en France, parce que en fait, en France, on est très sensible au terme attention, beaucoup plus qu'au terme persuasion. Le terme attention, il est vraiment présent dans le débat public presque depuis le 19e siècle, en fait. Tristan Harris, ce qu'il cherchait à montrer avec, c'est comment en fait les plateformes, notamment les médias sociaux, en fait les réseaux sociaux, cherchent à faire en sorte que tu passes le plus de temps possible sur la plateforme. Et donc Tristan Harris, il résume beaucoup ça à la question du temps. Donc combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone, combien de temps tu passes par jour sur YouTube, combien de temps tu passes par jour sur Facebook, sur Instagram, etc., sur Snapchat, etc., etc. Alors c'est un prisme qui est à la fois très pertinent parce qu'en fait ça parle vraiment aux gens. C'est-à-dire que si on pose la question à un jeune lycéen ou à un jeune étudiant ou même à quelqu'un beaucoup plus âgé, combien de temps tu passes par jour sur Facebook ou sur Instagram, la personne elle va se dire ah ouais, peut-être que en fait je passe un peu trop de temps. Sauf que concrètement, c'est pas si vrai que ça, ou en tout cas le problème ne se réduit pas à cette question du temps, parce que tu peux aussi utiliser plein de méthodes persuasives pour faire en sorte qu'un utilisateur par exemple, achète quelque chose sur Booking, achète une chambre d'hôtel, un voyage en avion sur Booking, ou alors achète un produit quelconque sur Amazon. Ça, c'est pas du design de l'attention, au sens où que tu passes 2 minutes ou un quart d'heure, l'application s'en fiche. Au contraire, moins tu passes de temps, mieux c'est, parce que dans le monde du design, on appelle ça réduire la friction. Donc en fait, réduire ce qui pourrait te gêner dans ton parcours d'achat. Donc plus ça va vite, mieux c'est. Donc moins tu y passes de temps, mieux c'est. Et pourtant, tu vas quand même dépenser de l'argent. Pourtant, on va quand même mettre en œuvre plein de méthodologies pour faire en sorte que tu restes et que tu achètes le produit qu'on a voulu que tu achètes. Alors du coup, tu parles de Tristan Harris et du documentaire Netflix de Social Dilemma. Moi, ça a été pas une grosse claque dans la gueule, parce que en fait, on nous en parle quand même depuis assez récemment, en tout cas dans nos générations à nous, du temps passé sur les réseaux sociaux, de l'addiction, etc., de la dopamine et de toute cette chimie qui se passe en nous lors de la stratégie de la récompense, etc. Et à la fin du documentaire, plus ou moins, on nous invite à couper tous nos réseaux sociaux, supprimer nos comptes, couper les notifications, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu utopique dans le monde dans lequel on est actuellement, où en fait quasiment tout est relié par Internet?
Ouais, bah complètement. Effectivement, nous, on prône pas nécessairement le fait qu'il faille couper ces réseaux sociaux. Et puis, les réseaux sociaux, ils peuvent être utilisés à bon escient, en fait. Tu peux avoir besoin d'un réseau social pour garder contact avec des proches qui peuvent être éloignés, pour trouver un travail. Par exemple, Facebook s'est révélé être un bien meilleur outil pour les étudiants. Alors peut-être pas les nouvelles générations, mais je sais que quand moi j'étais étudiant, c'était clairement un bien meilleur outil pour faire circuler les informations dans la licence plutôt que d'aller voir les panneaux d'affichage à la fac sur lesquels c'était pas forcément mis à jour, où tout le monde n'avait pas forcément les mêmes informations. Donc en fait, le réseau social en tant que tel peut être positif. Toute la question, c'est plutôt à quel niveau on va l'utiliser. Et donc, moi, je pense pas qu'il faille bannir les réseaux sociaux. Il faut en contrôler les mécanismes de conception. Et donc, par exemple, il y a des choses qui sont évidentes aujourd'hui dans le monde de la tech, qui nous semblent naturelles, alors même qu'elles sont toutes sauf naturelles. Par exemple, le fait que tu n'aies pas de portabilité des données entre les différents réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un très gros problème. Alors, portabilité des données entre les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait imaginer un système où, en fait, toi, tu préfères être sur Facebook, mais moi, je préfère être sur... alors, je ne vais pas citer Instagram, parce qu'Instagram appartient aussi à Facebook. Sur Twitter? Je préfère être sur Twitter, voilà. Et on pourrait vouloir échanger des messages ensemble. Et ça, c'est absolument impossible aujourd'hui. C'est absolument impossible, ça nous paraît normal que ce soit impossible, alors que dans plein d'autres systèmes techniques, l'abonnement que tu as souscrit ne détermine pas avec qui tu peux échanger. Par exemple, si tu prends un abonnement chez Orange pour ton téléphone portable, bah, évidemment, tu peux aussi appeler les gens qui ont un abonnement chez Bouygues ou chez Free. Ça paraît évident, en fait. Et bah, pour les réseaux sociaux, c'est pas évident. Alors ça, c'est un premier problème qui fait que, de fait, parce que tu es retenu par le réseau qui concentre le plus de tes contacts, et ben, tu es un petit peu captif dans ce réseau-là. Alors que si jamais on avait un système de portabilité des données qui était vraiment efficace et qui permettait à chacun de choisir le service sur lequel il veut s'inscrire pour pouvoir communiquer avec ses proches, bah, on pourrait être clairement beaucoup moins dépendant aux réseaux sociaux parce qu'il suffirait d'aller s'inscrire sur des réseaux sociaux libres comme Mastodon, comme Peertube, etc., qui ne font pas usage de design persuasif, qui n'ont pas d'intérêt financier, etc. Et on pourrait quand même communiquer avec nos proches. De la même manière, une autre chose qu'on pourrait mettre en avant, c'est le fait que les réseaux sociaux, les applications qu'on installe, par défaut, activent toutes les notifications. Donc évidemment, on se retrouve bombardé de notifications parce qu'à chaque fois que quelqu'un laisse un like sur notre profil ou un commentaire ou qu'on a un nouveau follower, un nouvel ami, etc., ben on va recevoir une notification. Des fois, on reçoit même des notifications pour nous dire qu'on ne fait pas assez de choses et qu'on pourrait faire des choses. Donc c'est quand même un peu aberrant. Et le fait de mieux doser les notifications, ça pourrait être aussi une manière de réguler l'usage sans avoir à s'en priver complètement. Et les usages qu'on en fait sont encore en construction, en fait. C'est drôle que tu parles des notifications, etc., parce que je pense à Facebook, qui te permet de choisir pourquoi tu reçois une notification ou pas. Qui peut te dire, tu as une manière, je crois dans les paramètres, tu peux choisir ou tu peux ne pas choisir de recevoir une notification pour un like, ou pour une demande d'amis, ou pour, je sais pas, un peu n'importe quelle possibilité. Ouais. Et pourtant, on le fait pas nous-mêmes. Comment t'expliques ça, en fait? Est-ce que tu penses que... Design persuasif, à nouveau. Ouais. Non, alors après, c'est un peu mon biais, mon prisme de lecture où je ramène tout un petit peu à ça, mais certes, on va te laisser souvent la possibilité de configurer tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Que ce soit les notifications, que ce soit le partage de données personnelles, que ce soit la publicité ciblée, tout est personnalisable sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, parce que c'est leur business model, parce que en fait, un média comme Facebook gagne sa vie en diffusant de la publicité, donc quand il diffuse de la publicité, il gagne plus d'argent si des gens la voient que si personne ne la voit, ça paraît assez logique, et donc de fait, ils ont besoin qu'il y ait le plus de monde possible qui soit présent sur la plateforme pour que le plus de monde possible regarde des publicités et que ça ramène le plus d'argent possible. C'est un fonctionnement qui est relativement basique et logique. Et qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de design de l'attention, pour faire référence à cette économie de l'attention, le fait de pousser les gens à rester le plus longtemps possible. Donc effectivement,
un utilisateur, s'il le souhaite et s'il est vraiment motivé, peut aller désactiver les notifications, peut dire cette notification, je ne veux des notifications que dans tel contexte très précis. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que les services vont mettre en œuvre des stratégies très malhonnêtes pour faire en sorte que les utilisateurs ne désactivent pas précisément ce qui rapporte, alors pas forcément de l'argent, mais en tout cas ce qui permet de financer le business model du service en question. Et si je te donne 2 exemples, le premier par exemple c'est Facebook. Si tu veux désactiver la reconnaissance faciale sur Facebook, alors déjà il va falloir que tu sois assez motivé pour aller chercher dans les sous-paramètres de l'application et tu vas déjà passer quelques minutes à trouver où se situe la fonctionnalité pour désactiver la reconnaissance faciale. Donc reconnaissance faciale qui en fait s'applique sur toutes les photos qui sont mises en ligne sur Facebook. Donc quand quelqu'un met en ligne une photo, soit sur ton mur, soit sur le mur de quelqu'un d'autre, et en fait Facebook, mais c'est pareil pour tous les réseaux, vont appliquer de la reconnaissance faciale dessus pour essayer d'identifier les personnes qui sont présentes. Et donc toi tu peux demander à ne pas être identifié et à ce que le robot t'ignore en fait dans la liste des reconnaissances faciales. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il a quand même Et reconnu. donc, C'est-à-dire que même Pardon si tu lui demandes ça veut dire que quand bien même tu peux lui demander de ne pas te reconnaître, il connaît déjà ton visage pour se permettre de ne pas le reconnaître. Ouais, d'une certaine manière. Ou alors peut-être que je te dis une bêtise et que tu peux demander à désactiver la reconnaissance faciale sur les photos que tu uploads toi-même sur ton mur. Mais oui, de toute façon, la question, si on repart sur cette question très vaste de la reconnaissance faciale, quand on nous dit, par exemple, on va mettre en place la reconnaissance faciale sur les portails dans les portiques d'accès dans les lycées, mais seules les personnes qui sont volontaires vont être analysées, ça sous-entend quand même qu'on va prendre en photo tous les autres et qu'on va pré-traiter les données pour savoir si c'est quelqu'un qui a accepté ou pas d'être reconnu. Donc évidemment, la reconnaissance faciale, ça s'applique à tout le monde et pas seulement à ceux qui l'ont choisi. Et donc si je reviens à mon exemple sur la reconnaissance faciale sur Facebook, en fait quand tu vas sur le paramètre en question et que tu cliques sur désactiver la reconnaissance faciale, Facebook t'envoie un petit message bien vicieux qui te dit « Êtes-vous sûr de vouloir désactiver la reconnaissance faciale car nous utilisons cette fonctionnalité pour permettre aux personnes non-voyantes, malvoyantes, de savoir qui sont les personnes sur ces photos-là. » Or, on sait pertinemment que l'objectif de Facebook, c'est évidemment, ça sert effectivement aux personnes malvoyantes pour savoir qui sont présents sur les photos. Mais l'objectif principal de Facebook, c'est surtout d'améliorer ces modèles de reconnaissance d'image pour être capable de mieux cibler quelles sont les relations sociales entre les personnes, qui sont des 2 personnes ou 3 personnes ou 10 personnes qui sont présentes sur cette photo et qui sont ensemble à une soirée, pour alimenter ces algorithmes et être plus précis dans la détection des réseaux et dans la détection des publicités qui vont plaire aux personnes qui font partie d'un certain groupe social en fait. Donc ça c'est un premier exemple et je pourrais en citer un deuxième que beaucoup plus de gens pourront probablement expérimenter, qui est quand tu vas sur Amazon, que tu achètes quelque chose sur Amazon, donc tu ajoutes l'item à ton panier, disons n'importe quoi, tu achètes une télévision et tu la mets dans ton panier, et donc tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le tunnel d'achat, le tunnel d'acquisition, donc là où tu dois faire donner tes coordonnées, donner ton adresse, donner ton moyen de paiement, etc. Et puis il y a toujours un écran où on te dit si tu adhères au programme Amazon Prime, eh bien en fait tu vas pas payer de frais d'expédition et tu vas recevoir beaucoup plus vite ton produit. Et tu as un gros bouton, je sais plus s'il est bleu ou s'il est jaune, sur lequel tu peux cliquer en disant ok je suis d'accord et c'est parti, tu reçois le produit limite le soir même. Ouais. Par contre si tu ne veux pas t'abonner à Amazon Prime, là il faut vraiment chercher en tout petit la petite ligne qui d'ailleurs n'est même pas un bouton mais seulement un lien qui te dit non je ne souhaite pas m'abonner à Amazon Prime et je vais rater la super offre qu'on me propose. En plus on te fait bien culpabiliser et donc du coup là tu vas pouvoir continuer ton processus classique. Moi quand je raconte cette anecdote aux gens en leur expliquant que c'est du design persuasif, que c'est un dark pattern, que c'est fait expressément pour que les gens s'abonnent, la plupart des gens me répondent ah bah oui moi un jour j'ai cliqué sur m'abonner et puis du coup maintenant je suis abonné. Ouais. Et en fait ils vont pas après il y a toute la stratégie inverse de pouvoir se désabonner qui est un monstre en termes de tentatives. Exact. C'est toute la on s'est abonné, on a la flemme quoi. Exactement. Alors là, tu as différents niveaux
de dissuasion de l'utilisateur pour se désabonner. Tu as certains services qui sont très, pour le coup, très honnêtes sur cette question-là, comme on les cite souvent, Netflix ou les plateformes de SVOD, Canal+, OCS, etc. Là, tu as vraiment un bouton qui est bien mis en valeur, tu peux te désabonner, ça pose pas de problème, ciao, bye bye, et tu reviendras quand tu voudras. Après, effectivement, tu as les services comme Amazon Prime ou Facebook, où en fait, Amazon Prime, effectivement, il va falloir faire énormément de clics pour arriver jusqu'au moment où effectivement tu es bien désabonné, et parfois tu as même des écrans qui sont un peu trompeurs, qui vont te dire c'est bon, le processus est pris en compte, mais en fait il faut continuer à valider, à confirmer pour dire non, je veux vraiment me désabonner, et c'est pas juste j'ai pris connaissance de quelles seront les conséquences du fait que je me désabonne. Et puis de l'autre côté, tu as des systèmes comme Facebook où en fait alors t'as pas d'abonnement puisque t'as pas d'abonnement payant, mais par contre quand tu demandes à supprimer ton compte, tu sais jamais s'il est vraiment complètement supprimé ou pas en fait. Si tu reviens, est-ce que tu retrouves tes données, est-ce que tu retrouves pas tes données, bon c'est un peu obscur. Et puis après alors on revient dans l'économie plus classique, mais t'as le niveau encore supérieur où notamment beaucoup de médias mettent en œuvre, où si tu veux souscrire à un abonnement, moi ça m'est arrivé par exemple, je le cite comme ça, c'est un peu de bashing pour ceux qui sont pas des bons élèves, mais Courrier International, tu veux t'abonner à Courrier International, c'est très simple, tu remplis le formulaire en ligne et puis hop, t'es abonné. Par contre, si tu veux te désabonner, là faut que tu envoies un courrier recommandé ou que tu appelles le service client qui n'est ouvert que de 14h à 17h. Enfin voilà quoi, c'est toujours le parcours du combattant quoi. C'est incroyable. Enfin, finalement, c'est très simple pour entrer, mais pour sortir, c'est toujours un enfer. Ouais. Mais ça fait partie justement des éléments qui sont de plus en plus contrôlés par les États, par les autorités dépendantes ou indépendantes des États, comme on dit. Et notamment, depuis quelques années, en Europe, on a ce qu'on appelle le fameux RGPD, donc le Règlement général de protection des données personnelles des citoyens européens, qui est entré en œuvre en 2018 et qui a pour objectif notamment de définir des règles sur la captation des données, mais pas que, aussi sur la transparence des services, leur honnêteté vis-à-vis de l'utilisateur, sur le fait que l'utilisateur doit être libre et exprimer clairement et voilà, de façon libre son consentement face à de la collecte de données, face à l'utilisation d'un service, etc., etc. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, le RGPD, il est encore dans sa phase de lancement, on pourrait dire, de mise en route. Donc les sanctions qui sont prononcées ne sont pas forcément très dures, mais c'est à espérer en tout cas que dans les années à venir, les CNIL européennes soient beaucoup plus sévères envers les entreprises qui le font mal. Parce que tu vois, on a parlé pour l'instant de l'abonnement, des publicités ciblées. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la question des cookies et du tracking des utilisateurs. Donc le fait que si tu vas sur un site de chaussures, commander des jolis escarpins et que après tu te connectes sur Facebook, et bien sur Facebook tu vas voir une publicité avec des escarpins. C'est le principe du rétro-targeting, ce qu'on appelle la publicité ciblée, donc le rétro-targeting, où en fait tu as des trackers qui sont présents sur tous les sites et qui permettent de suivre l'utilisateur de site en site, de savoir que c'est bien lui, et donc de lui proposer des contenus pour qu'on optimise la capacité d'achat de l'utilisateur, enfin le fait que l'utilisateur cède à la publicité. Ce qui est assez incroyable, c'est que les sociétés qui sont derrière ces cookies, ces trackers, en fait, ils ont souvent plus d'informations, ils te connaissent souvent mieux toi-même ils te connaissent souvent mieux toi que tu ne te connais toi-même. On cite souvent le chiffre de 700 types de données sur chaque individu. Donc en fait ils savent tout, ils savent pour qui t'as voté, quelle est ton orientation sexuelle, quelles ont été tes études, quelles sont tes pratiques de consommation, etc., etc. Et ça leur permet d'être très précis dans le ciblage publicitaire qui est fait ensuite. Et donc du coup, depuis le RGPD, tu peux t'opposer au fait que tes données soient collectées de cette manière-là. Et donc c'est pour ça que sur tous les sites que tu peux visiter, tu vas voir un petit bandeau où c'est marqué est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu n'acceptes pas que tes cookies soient collectés. Mais même ça, c'est un enfer. Ouais, c'est un enfer. Parce qu'en fait, une fois qu'on fait refuser, ou qu'on demande à ce qu'on refuse le truc, enfin moi je me suis rendu compte du machin, c'est genre, ils te font une liste de préférences. Ouais. Où tu acceptes ou tu refuses à chaque fois. C'est-à-dire qu'après, ils te mettent en option chaque possibilité de cookie.
qui te dit est-ce que tu acceptes ce cookie-là ou est-ce que tu refuses, celui-ci t'en penses quoi et t'en penses pas. Enfin, et en fait, tu te retrouves avec une liste de préférences à accepter ou pas. Exactement. Et ça, c'est... Alors, ça dépend de comment c'est fait, mais dans la plupart des cas, c'est carrément illégal, en fait. C'est-à-dire que la plupart des bandeaux RGPD, où tu dois accepter ou refuser, ne sont pas conformes à la loi. Parce que théoriquement, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir un bouton tout accepter, un bouton tout refuser, un bouton personnalisé. Et les 3 boutons doivent être mis en avant de la même manière. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y en avoir un qui est beaucoup plus visible que les autres, comme par exemple tout accepter, c'est jamais tout refuser qui est beaucoup plus visible. Et surtout, on s'est rendu compte que même si tu vas toi-même décocher toutes les cases, et effectivement, tu le dis très bien, il y a certains services où il faut décocher un par un les 50, les 100, voire les 200, des fois il y a un nombre de trackers qui peut être assez incalculable, aller décocher un par un tous ces trackers, on s'est rendu compte que parfois, même quand tu les décoches tous, tu fais tout refuser, et ben en fait, il continue à te traquer. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte la requête que tu as faite. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'épisode, donc pour la partie 2. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne résistance. N'oubliez pas de vous abonner sur l'Instagram des Indociles, sur la page Facebook. Et voilà.